Bon, le petit va partir. Et le gros. Le gros il est parti aussi. Tout va bien. Alors, tout va bien. Alors, aujourd'hui, on est le 2 octobre. On est à la FDE. C'est le deuxième entretien dans le cadre du Master Serre de la saison 2 pour moi. Et je suis en présence de Johan Mazeran, qui a le privilège d'être dans la vie professionnelle aujourd'hui. Ma fonction, c'est que ouais. Je suis enseignant. Et enseignant en histoire-géographie au collège. Mais j'ai fait de multiples choses avant, liées à l'enseignement toujours, mais pas liées à l'éducation nationale toujours. Oui, et quel type d'activité tu as mené? C'est pour ton truc. Oui, c'est pour mon truc, ouais. J'aime bien savoir. Alors moi je viens de l'Académie de Versailles. Je reste tout juste dans l'Académie de Montpellier. Et dans l'Académie de Versailles, j'ai occupé plusieurs fonctions. Dans ma discipline, prof d'histoire géo. Après, je suis passé par la formation d'un groupe interdisciplinaire qui s'appelle l'Europédagogie et apprentissage. Et là, on était vraiment axé sur les éléments de pédagogie interdisciplinaires, transdisciplinaires, transversaux, tout ce vocabulaire-là. Et donc, je fais des formations d'établissement, collège essentiellement, mais ça peut être lycée, sur des thématiques très diverses, différenciation, travailler par compétences, l'évaluation, etc. Sur des projets également, des collègues qui voulaient mettre, alors maintenant c'est un peu ancien, mais je sais pas, par exemple des classes sans notes, donc ce genre de choses, et puis on a assuré le suivi. Donc voilà, ce genre de choses. Après, je me suis rapproché de ma discipline, c'est-à-dire l'histoire-géographie. J'ai ressenti le besoin après quelques années. Donc je suis passé, j'ai été recruté comme formateur académique. Formation initiale par l'inspection d'histoire-géographie, ce qui veut dire qu'en gros, j'étais recruté par le rectorat, donc par l'inspection en réalité, et pas par l'ESP, mais je donnais quelques cours à l'ESP pour les stagiaires. Je assurais un suivi de stagiaires, à peu près une dizaine de séances de 3 heures, 10-12 séances de 3 heures sur l'année, ce qui faisait 30 à 36 heures par an. Surtout donc leur mémoire, machin, etc. Et également, en fait, je formais essentiellement les tuteurs. Donc, le gros de mon travail, c'était de former les tuteurs. Voilà. Une année ou 2 ans après avoir fait ça, et parallèlement, donc j'étais chargé de mission d'inspection en histoire-géographie. Voilà. Et je me suis engagé dans la démarche de recherche-action. Et donc j'étais amené à travailler avec Sébastien Chaliès qui est de Toulouse, et le CRIA qui est de l'IFE à Lyon. Donc le CRIA que j'ai rencontré dans une première étape lorsque j'étais formateur au groupe pédagogie et apprentissage, le tout premier. Et puis ensuite parce que on s'est rapproché des chercheurs pour nos propres formations. En gros, essayer de voir avec deux idées, ce que dit la recherche, qu'on peut le vérifier sur le terrain, et nous on a utilisé la vidéoformation, notamment avec les tuteurs. Après je peux développer tout ça. Et deuxièmement, toutes les techniques qui ont découlé, quoi. Voilà. En tout cas la vidéoformation ne m'est pas étrangère. Voilà, j'ai eu l'agrégation. Alors j'étais certifié, agrégé par liste d'aptitude avec tout ce que j'ai fait. Voilà, en gros, un parcours rapide. Et donc, dans ces parcours, la première étape, tu étais en face à face devant des élèves aussi? Oui, alors j'ai toujours eu des classes. Toujours eu des classes tout le temps. En gros, ça fait 22 ans que je suis enseignant, en gros. La première partie, alors je sais pas si c'est 10, 12 ou 11, 11, enfin voilà, la première partie, j'ai toujours été à temps complet. À partir de la deuxième partie, donc j'ai toujours eu une décharge horaire pour faire de la formation. Et cette décharge, ça pouvait être de 3 heures par semaine à 9-12 heures, ça dépendait. En gros, et j'ai oscillé entre une classe il y a 3 ans, pardon. Ah oui, j'ai oublié un truc dans mon parcours. Une classe il y a 3 ans à 2-3 classes ou 4 classes selon les années en fonction des décharges que je demandais. Et alors pourquoi j'ai eu une seule classe à une époque?
Donc c'était il y a 3 ans, parce que j'ai eu un poste à mi-temps à la DGESCO, donc au ministère, au bureau des collèges. Voilà, ça c'est un élément de mon parcours. D'accord. C'est le module que tu avais oublié. Le module. Non, dans mon parcours, en fait, en fait, dans les 5 dernières années, j'étais formateur académique. J'ai travaillé à la DGESCO une année, mais ça m'a pas plu, donc je suis parti. Et chargé de mission d'inspection et enseignant. D'accord. Ouais, ça devait faire des jolies journées là. Ouais. Bon, ça c'est parce que voilà, ça m'intéresse de savoir dans quel environnement évolue mon interviewé. Une seule question que j'ai à poser aujourd'hui. L'AVS est mort, l'AESH arrive sur le marché. Quel effet ça te fait? Honnêtement, pour moi, rien. Tout à fait, ça ne change rien du tout, si ce n'est ça ne change rien à part des sigles, à part peut-être, c'est la question après du statut de l'AESH et de tout ce qui va autour, c'est-à-dire la formation qui va avec. Je crois qu'il y a quelques heures qui doivent être assurées, il me semble, 50, 60 heures, un truc comme ça. Un statut particulier, des missions particulières, une paye, voilà, particulière, suffisante sûrement. Voilà, donc moi personnellement, ça me fait rien. Par contre, il y a d'autres choses qui me questionnent. Alors, je ne sais pas si c'est des questions qui vont me guider ou c'est moi qui parle. C'est toi qui parles. Ok, c'est moi qui parle. Moi, j'aurai des petites questions qui vont arriver au patient. D'accord. Alors, des collègues chargés de suivre des élèves en situation de handicap, si tu veux, dans ma classe, j'en ai eu régulièrement. Ouais, c'est pas nouveau. Donc, c'est des collègues, c'est les AVS Les AVS, exactement. J'ai toujours eu, enfin toujours, non, c'est pas vrai, mais en tout cas depuis les dernières années déjà, il y a un élément qui m'a interrogé, c'est que j'en ai eu de plus en plus régulièrement. Alors la question c'est est-ce que les élèves en situation de handicap augmentent en termes de quantité, ou est-ce que c'est l'encadrement qui augmente, est-ce que c'est le statut, etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui m'interroge, c'est et moi ça me pose un problème, mais ça vient probablement de moi aussi, hein, c'est toujours des relations dans les deux sens, c'est que je trouve qu'il y a un manque de coordination. Moi, ce sont mes problématiques et mes questionnements. On ne travaille pas en fait ensemble, on est ensemble dans la classe et très souvent on ne travaille pas ensemble, en tout cas moi c'est mon vécu. Et pourquoi? Donc je vois une collègue qui est là, je notera que je note collègue, que je dis collègue. J'ai demandé de qui on parlait. Donc qui est dans la classe, qui a une position qui est un peu particulière, hein, parce qu'il n'est pas debout en général. En gros, pour caricaturer, on a souvent l'enseignant, tout, moi je suis toujours debout, je suis assis, je circule beaucoup, etc. Mais tu as le prof donc, qui bouge, qui est debout, etc. Et puis tu as le collègue qui est assis ou assise. Ce sont souvent, j'ai toujours eu des femmes d'ailleurs, ça j'y pense, j'ai peu eu d'hommes. Toujours des femmes. Ouais. Donc les collègues féminines, donc qui sont toujours assises et puis qui font quelque chose ou pas avec les élèves sans forcément que je le sache, sans forcément de... Voilà. Donc déjà au niveau du positionnement, je trouve que c'est pas compliqué, que c'est assez compliqué pour mettre en place une base de travail, parce qu'il y en a un qui est assis quasiment comme un élève ou une élève, et l'autre qui est debout, qui circule, etc. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, le SH est là pour le suivi, l'aide des élèves, mais en gros, je vais caricaturer à l'extrême. Très souvent, j'ai l'impression, de par mon expérience, hein, monsieur, que ça se réduit finalement à la prise de notes. Que ça se réduit à un travail de prise de notes, sauf, un cas particulier, c'est cette année, donc c'est tout à fait récent. C'est le travail de groupe avec une collègue qui suivait un élève de 6e, qui est très volontaire, qui a envie de bosser, qui est machin, tout bien, mais qui a des difficultés de graphie, d'écriture, etc. Et donc il était en travail de groupe, et elle a participé sans que je fasse quoi que ce soit, sans que je fasse quoi que ce soit, j'ai vu qu'elle a vraiment cherché à animer le travail de groupe. Alors extrêmement maladroitement, parce que d'abord c'est pas une enseignante, elle est jeune, je pense qu'elle débute, etc. Mais dans sa façon de mener le groupe, je l'ai vu, c'est pour ça que j'étais obligé de la corriger à un moment donné involontairement. C'était pas pour la mettre en défaut, et je l'ai pas mise en défaut. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus neutre possible pour que les élèves ne m'aperçoivent pas. Mais en tout cas, elle essaie d'animer un groupe. Voilà.
Et je ferais même le parallèle avec ce qui se passe en primaire, où j'ai eu le sentiment d'être un professeur des écoles avec, comment ça s'appelle, j'ai oublié leur nom, ceux qui les accompagnent, qui sont là, qui suivent les petits pour la sieste, etc. J'ai oublié le nom. Oui, les gens qui sont payés par les mairies. Ouais, c'est ça, oui. J'ai oublié le nom. ATM. Non, c'est pas ça. AVS. Non, c'est pas ça. Non, AVS. Oui, AVS, c'est toi. Comment ça s'appelle ATSEM. Voilà, c'est ça. ATSEM. Donc j'ai quand même eu un petit peu ce sentiment. Mais bon. Auquel cas, c'était elle qui était ATSEM ou toi qui étais devenu ATSEM? Elle. Moi j'ai plutôt ce sentiment que du coup, mais c'était elle sans que je rentre le soir. J'ai eu ce sentiment qu'elle s'était mise dans ce rôle. Alors, à chaque fois, je vais voir les collègues qui sont dans la classe, et à chaque fois, je dis, surtout n'hésite pas, viens vers moi, travaille, si je peux aider, si je peux ceci, si je peux cela, Bon, alors c'est certainement très malheureux de ma part, mais en tout cas, c'était moi une volonté de collaborer, que ce soit pas compartimenté, moi je fais ça, toi tu fais ça. Et moi, ça me dérange absolument pas, qu'à partir à la limite, que ce soit elle ou un autre collègue, quelle que soit sa profession qui est dans ma classe, à partir du moment où il y est, pour moi, il fait partie de l'équipe éducative, ça ne me dérange absolument pas qu'il participe à la séance. Mais du coup, ça veut dire que ça se prépare. Et ça se prépare avant, ça se prépare comment, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les objectifs, et toi, tu as ta préoccupation d'élève que tu suis. Tu ne peux pas t'éparpiller avec les autres. Donc voilà. Mais mon constat est que ça se fait pas. Et donc des fois, j'ai l'impression que si tu veux que c'est un peu... je sais pas si c'est efficace en réalité. Vraiment, je sais pas si c'est efficace. Mais en tout cas, ça me pose un problème. En tout cas, moi, là, il y a un nœud qui à la limite m'intéresse, mais sur lequel, alors après, on peut dire, il n'y a pas de droit pour se rencontrer, il y a des créneaux horaires, et puis ils sont payés pas beaucoup pour le travail que ça demande, de se rencontrer, de se coordonner, et puis ça veut dire aussi une dizaine de profs à chaque fois. Si je suis un élève, si la collègue suit un élève, ça veut dire qu'il y a plusieurs profs qu'elle va suivre, et peut-être qu'elle en a plusieurs qu'elle va suivre, ainsi de suite, ce qui peut demander un travail de folie si tout le monde le fait. Mais je pense que même je suis pas sûr. Voilà. Donc c'est un point d'interrogation. Et la deuxième chose, alors là par contre ça me laisse assez perplexe, c'est sur l'organisationnel. C'est-à-dire qu'en gros j'ai 3 heures par semaine avec, je prends l'exemple de cette année, avec une classe de 6e, dedans il y a un élève qui est suivi, c'est l'élève que j'évoquais tout à l'heure, et en gros la collègue vient 2 heures sur 3, quelque chose comme ça. Ou alors où j'ai mal compté, il faudrait que je recompte, mais elle n'est pas là tout le temps. Elle n'est pas là, oui. Ouais, et ça m'interroge. Mais par contre, elle est là régulièrement. Les années précédentes, j'en voyais une de temps en temps, puis ça disparaissait, puis ça revenait, puis j'ai rien compris comment ça s'organisait, ni comment ça se faisait. Mais du coup, de l'extérieur, finalement, en étant partie prenante et à la fois de l'extérieur, c'est un métier que je connais mal. 2, c'est un métier qui m'interroge sur le relationnel avec les enseignants. Alors, la priorité, c'est probablement l'élève, mais à partir du moment où on fait partie de l'équipe éducative, comment on fonctionne l'interaction. Et 3, c'est tout ce qui est finalement suivi, toutes les questions de suivi. Et pour moi, finalement, ça ne marche pas. Maintenant, tout ce qui est suivi individuel de l'élève qui m'échappe au-delà de ma classe, j'en sais rien, peut-être que ça fonctionne très bien. Mais ceci dit, je n'ai pas eu l'impression de progrès particulier d'élèves. C'était plus du soutien que du progrès, moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Voilà, en gros, j'ai beaucoup parlé. Ok. Donc, si... Et ça, c'est on peut faire ce constat global de la part de ton regard d'enseignant, histoire géo, environnement collège,
Dans les établissements que j'ai présentés. Dans tous les établissements que tu as fréquentés. En gros, j'en ai fréquenté plusieurs, mais en gros, là où je suis, on va dire, depuis donc les 10 premières années, j'en ai vu aucun. Les 10 années et les 12 dernières années, j'en ai vu quelques-uns. Alors, est-ce que le statut n'existait pas, etc., ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai vu, comme je t'ai dit, de plus en plus à la fin. Et dans dans les 2 derniers établissements avec lesquels j'étais, en gros, sur les 12 dernières années, ce que je t'ai dit, c'est mon constat, quoi. Et c'est valable pour les 12 dernières années. Alors, en même temps, c'est assez opaque, parce qu'on n'en parle pas entre enseignants. De mon vécu. On n'en parle pas en conseil de classe. On n'en parle pas avec la direction. Jamais une réunion avec elle on en parle. Non. Tous les acteurs sont fautifs, hein, qu'on soit bien clair. Moi le premier. J'aurais pu solliciter quelque chose, je sais pas. Ouais. Pourquoi j'en sais rien. Juste sur ce pourquoi, et sans regard critique, mais justement dans le questionnaire, ce pourquoi il intervient maintenant parce qu'on se rencontre, parce que tu es dans une démarche à travers le terre, ou est-ce que c'est parce qu'il y en a de plus en plus qui te côtoient? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'il y a cette génération depuis les 3 dernières années? La génération des 3 dernières années génère le pourquoi de maintenant? Non, c'est pas ça. C'est que cette question, tu m'auras interrogé il y a 3 ans, je t'aurais répondu à peu près de la même manière, d'accord? Peut-être avec d'autres mots ou quoi. Depuis ces 3 dernières années, en gros, c'est ça. Maintenant, c'est peut-être mon cheminement intellectuel, réflexif, etc., sur plein de choses. C'est-à-dire que, si tu veux, dans ma démarche personnelle, en gros, en tant qu'enseignant, d'autres comment dire, comme formateur, etc., je pense avoir investigué pas mal de situations. C'est-à-dire comme par exemple en tant qu'enseignant, les démarches de projet, tout ce que tu veux, pas interdisciplinaire, machin, ça. Je pense que j'ai fait vraiment, pas tout, on peut pas dire tout, mais tout le prescrit et au-delà. Tout le prescrit, je l'ai fait, et au-delà, j'ai fait pas mal de tests, de choses, vraiment des mises en situation. À un moment donné, il fallait faire des tâches complexes, j'en fais toujours, j'en faisais beaucoup, j'en fais pas moi, mais j'en fais toujours. Et des travaux interdisciplinaires, des concours, des machins, tout ça, je pense que j'ai fait. Et ma conclusion après 22 ans d'enseignement est la suivante: il n'y a rien de tout ça, en gros, c'est très bien, mais l'essentiel, c'est l'enseignant dans sa classe avec ses élèves. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que je me suis ouvert pendant 20 ans. Et là, c'est pas que je me referme, c'est pas ça, mais je me recentre sur les gestes professionnels des enseignants, mais pas que, dans la classe. Donc, si tu veux, ce que je te dis est purement une hypothèse de mon cheminement personnel, mais qui dit l'essentiel est dans la classe, faire progresser les élèves, en termes de compétences, etc. C'est ça la priorité. Quelle didactique je mets en place, quelle pédagogie je mets en place, et donc forcément c'est en lien avec les personnes, les adultes et l'équipe éducative qui peuvent être dans la classe. Donc ce que je te dis n'est qu'une hypothèse parce que j'y ai pas réfléchi. Mais voilà, si je devais m'auto-analyser, j'aurais tendance à dire ça maintenant. Questionne-moi dans un an, je te dirai peut-être autre chose, mais voilà. D'accord. On a vu que tu as une certaine maîtrise de tout l'environnement, je ne parle pas de l'environnement professionnel de l'enseignant, mais de tout le cursus qui est autour de l'enseignant. Donc, pour rester dans le sujet de l'AESH naissant, si je dis Gévasco, ça te dit quelque chose? Ouais, le nom, alors attends, pourquoi j'ai eu affaire à ça? C'est pas un logiciel? Non? C'est un logiciel, non? Quelque chose comme ça, il me semble. Si je dis PPS, ouais. Ça dit quelque chose? Ouais, je sais plus ce que c'est, mais... Si je dis PPE? Non, vas-y. Et c'est pas des questions pièges, c'est juste fonctionnel, quoi. Et si je dis enseignant référent? L'enseignant référent, c'est celui qui va répartir, je crois, les différents AESH dans les établissements, c'est ça, en fonction des élèves qui ont été repérés. C'est un peu ça. Lui, c'est donc l'enseignant référent, c'est le coordinateur des AVS. C'est ça. Mais il est en même temps le coordinateur des enseignants qui suivent les... J'ai jamais vu. Voilà.
Donc en fait, si je pose cette question, c'est parce qu'elle est récurrente. Le GVASCO a été inventé pour être le fondateur des besoins particuliers de l'élève qui aurait un besoin d'assistance. C'est un logiciel ou pas alors? Le logiciel est le support de cet outil. Ouais, donc j'ai entendu parler. Donc l'outil lui-même, il s'appelle GVASCO. Il est géré par les machines pour pouvoir mémoriser toutes les transactions qui vont avoir lieu. Comment je le connais? Le nom, je sais pas. Je me souviens plus. C'est censé être le fil conducteur. Au moins, il devrait au moins arriver à l'enseignant, au prof principal, qui lui-même doit donner l'info derrière à ses collègues qui vont avoir un élève qui va être suivi par un AVS. Alors, hypothèse, moi ça fait longtemps que je n'ai pas été prof principal parce que j'étais en décharge. Cette année, je ne le suis pas. Donc, mais l'info doit être transmise de quelque part. Deux possibilités, enfin, j'en vois que deux. Un, par possibilité, l'info n'a pas été transmise au prof principal. Première possibilité. Deuxième possibilité, aux profs principaux des classes. Deuxième possibilité, l'info a été transmise, mais le prof principal ne l'a pas relayé ensuite. Ça, c'est la deuxième possibilité. Néanmoins, reste une interrogation, je connais ce terme-là, et vous savez que c'est un support, donc un logiciel. D'où j'ai oublié. Les PPS, le suivi, c'est les personnels de suivi. Ouais, voilà, je l'ai lu quelque part. Ça, je l'ai lu, par contre. Je pense pas. Ou comment. Voilà. Ben, tout se mord la queue, hein, parce que on n'a pas les mots, machin. Et contre-question, contre-argument, quel est, ouvrez les guillemets, l'intérêt qu'on peut porter à l'AVS lui-même? Est-ce que tu sais quelle est l'individualité, même générique, de l'AVS avec qui tu es en contact cette année dans ta classe? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que humainement, je sais qui c'est, je connais son prénom, etc. Ou est-ce que d'où il vient juste là et d'où il vient? Qu'est-ce qui fait qu'il est là parmi les cheveux dans la soupe? Ou alors en tant que collègue professionnel qui est présent ici, c'est ça? Hein? Non, moi ce que je sais uniquement, c'est que la collègue, donc il a pour cible tel élève. Par contre, on a l'occasion d'échanger en salle des profs, parce que contrairement aux autres, alors là, par contre, avec celle de cette année, je vois vraiment une différence pour le coup. Je ne sais pas si c'est lié à la région, parce que j'étais dans la Académie de Versailles et maintenant je viens ici, je suis ici, ou c'est lié à la personnalité des personnes. Les anciennes, puisque j'ai dit que c'était uniquement des femmes, avaient tendance en salle des profs à se mettre de côté. Alors, quand je dis se mettre de côté, c'est peut-être parce que les profs les accueillaient mal, etc. aussi, hein, d'accord, hein, c'est tout à fait envisageable. Mais en tout cas, c'était vraiment à l'écart, il n'y avait pas d'échange. Quand elle y allait. Là, cette année, c'est pas du tout le cas. On a une collègue qui est vraiment en contact physiquement, je veux dire, dans la salle des profs, on échange, on parle, etc. Mais pas d'élèves qu'elle suit. Voilà. Il n'y a plus du beau temps, j'ai envie de dire une discussion normale entre personnes. Maintenant, moi je viens d'arriver, je la connais pas plus que ça, comme je connais pas plus les 2, 3, 4, 5 collègues, etc. C'est sur le même plan, c'est le même niveau, pas particulièrement pour elle, là, pour le coup. Là, c'est du fait de mon arrivée récente. Voilà. Mais a priori, je pourrais autant bien la connaître elle que mon collègue d'histoire. Voilà. Et ça, par contre, c'est nouveau, c'est la première fois. C'est un bon début. Ouais, bien sûr. Ceci dit, moi je me pose quand même la question, comment on peut travailler avec quelqu'un sans savoir ce qu'il fait? Enfin, je la vois faire. Mais je ne l'ai pas questionné, c'est ta question. Par contre, j'ai dit, dis-moi comment je peux t'aider, machin, etc. Ce qui ne suffit pas. Mais c'est difficile d'appréhender le travail, la relation, etc. Hein, mais ce qui est tout simple, enfin, dans ma façon, chacun sa logique, sa façon de fonctionner. Moi, je peux te donner ma vision des choses. C'est-à-dire, en gros, la démarche, le process qui me semblerait adéquat pour mettre tout le monde en relation. D'après moi, donc c'est tout à fait relatif. Hein. La première chose, ce serait une information globale sur le système, parce que tout ça fait système. Hein. L'équipe éducative sait, et on travaille ensemble pour le rôle de chacun est. Donc en gros, la vie scolaire, on sait. En gros, les profs, on sait. Et après, la direction, en gros, on sait. Après, tous les autres, on ne sait pas forcément. Et je suis sûr y compris l'infirmière ou l'infirmier, le médecin scolaire, etc., l'assistante sociale, on sait, à mon avis, on sait vaguement
tout le job qu'il faut. Voilà. Donc la première chose, c'est une information globale et physique, c'est-à-dire connaître les personnes. Après, donc moi ce serait ça. La deuxième chose, ce serait la mise en relation de ces intervenants avec les collègues qui travaillent. Alors soit par des intermédiaires, pas intermédiaires avec le prof principal, mais ça je crois absolument pas, mais plutôt vraiment en relation directe. En relation directe, et quitte à les mettre en place un petit... alors ça demanderait du travail. Hein. Qu'est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable? C'est un projet pour l'élève. À un moment donné, le portefeuille des compétences, par exemple, pour les élèves de SECPA, moi je trouve que ce serait extrêmement intéressant pour le suivi de ces élèves-là, par exemple. Donc ça, ce serait, voilà, c'est lâcher en quelques mots, quelques grandes lignes, mais en gros, c'est ça. Parce que là, du coup, la collègue, elle est là, sans être... Enfin, elle est là. Moi, je dis de l'extérieur, j'ai l'impression qu'elle est là, qu'elle copie, et puis voilà. Sauf pour le travail de groupe que j'ai évoqué l'autre fois. Hein. Mais tu as raison. Hein. Et ça rendrait le métier plus transparent d'ailleurs, parce que là pour le coup ça reste une forme d'opacité. Et tu as déjà eu des AVS dans d'autres classes? Cette année? Oui. Cette année, non, j'en ai qu'une en 6e. Il y en a qu'une en 6e. Ok, impeccable. Et tu vois la famille? Tu as vu la famille ou pas encore? La famille de l'élève? De l'élève? Non, pas du tout. Et donc je rencontré avec la famille, d'ailleurs, ouais. J'ai oublié. Dans la démarche. C'est ta réaction qui m'a fait penser. Okay. Donc transparence du métier, ça c'est... Pour revenir aux sources aussi de l'AVS, est-ce que tu as une idée du niveau je dis même pas de recrutement, on va dire du niveau de formation de base du recrutement d'un AVS? Ah, j'en ai absolument aucune idée. Si je disais niveau 5, ça vous parle? C'est niveau 5, c'est pas CAP? C'est CAP. Ah, c'est ça. Ouais. Et tu veux que je réagisse là-dessus? Oui. Qu'est-ce que j'en pense honnêtement? Moi je pense que c'est bas en fait. Je m'explique. D'après moi, on ne peut pas avoir des personnes qui sont un peu moins formées que les élèves qui vont passer un DNB. C'est ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, on a des élèves qui vont, alors 6e, 5e, ça pose pas de problème, même en 4e, mais la fin du collège et la fin du cycle 4, ça prépare au DNB. D'accord? Voilà. Donc d'après moi, mais c'est pour moi une erreur, hein, peut-être que je suis sur des a priori, et je dis des choses peut-être totalement erronées. La personne qui accompagne, comme elle fait partie de l'équipe éducative, elle ne peut pas avoir un niveau inférieur aux élèves qu'on prépare pour ce même diplôme. Je ne sais pas si je suis clair. Et pareil au lycée. Si on monte au lycée, il faut le bac, etc. Moi, je ferais ça comme ça. Hein. Après, il y a la paye qui doit suivre. Si tu es au niveau DNB, tu dois te payer un peu plus, et ainsi de suite. Après, je ne sais pas comment ça se gère, mais niveau 5, ça veut dire aussi un recrutement avec un salaire inférieur. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Non, en tout cas, moi, ce qui me pose problème, c'est ça. C'est l'aspect théorique. Maintenant, est-ce que je suis tombé sur des ignorants, des idiots, etc. Jamais. Il y a un principe de réalité. Le principe de réalité, c'était jamais. C'est aussi là. Et ça compte. Bien sûr que ça compte. Bien sûr que ça compte. Donc si on reste sur cette question-là, qui approche le niveau de formation et donc la formation, quel est restons sur une position de principe, s'il y a un AVS ou un ESH dans ma classe, ça veut dire que j'ai un ou N enfants en difficulté, voire avec un handicap. Qu'est-ce que j'attends de celui qui est de l'aidant? Moi, enseignant, qu'est-ce que j'attends de cet d'accord, donc tu me demandes à moi. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, mais... en fait, si tu veux, ça reste flou
Non, je te dis, à part noter, finalement, bon, j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres choses qui se passent. Hein, voilà. Même si je vois bien qu'il y a quelques petits échanges de temps en temps et tout. Voilà. Alors, moi, ce que j'attends, c'est en fait une vraie dimension pédagogique. Le spécialiste, si tu veux, de la transmission des savoirs, c'est l'enseignant. Et c'est normal. Voilà. Maintenant, si la collègue ou le collègue a une formation particulière en histoire, en géographie, alors là, c'est un domaine de spécialité, alors qu'elle se fasse plaisir, moi, ça me pose absolument aucun problème pour intervenir. Mais elle n'est pas payée pour ça, c'est pas son job, il n'a pas le salaire qui va avec. En fait, ce serait une réflexion, alors concrètement, je ne sais pas, mais ce serait une réflexion sur suivre cet élève pour lui permettre de surmonter des difficultés particulières, quelles qu'elles soient. D'accord ? Mais également lui permettre de développer, mais à deux, hein, c'est pas, là on est à deux, un certain nombre de compétences ou de stratégies compensatoires. Tu vois ce que je veux dire ? Mais avec une discussion entre profs. Quel est l'objectif de la séance ? Moi je dis, tu vois par exemple, mon objectif de séance, c'est telle connaissance. Bon, ça c'est une chose. Bon, la connaissance, il apprend, il n'apprend pas, ou je suis explicite, pas explicite, une activité qui est bonne, qui n'est pas bonne, etc. Et après, quelle stratégie, donc lors de la mise en activité, qui va faire travailler ses connaissances et développer des compétences, donc, quelle stratégie l'élève va mettre en place ? Ce que j'appelle donc des stratégies compensatoires. Puisque là, il est en situation de handicap, ou de blocage, ou quelque chose. Il lui faut, la collègue ou la collègue considère dans ces cas-là que c'est une béquille, une aide. Sauf qu'au moment où il va y avoir l'examen, l'aide, en gros, ils ont un tiers-temps, voilà. Donc c'est pas forcément une aide adaptée. C'est pas parce qu'on a plus de temps qu'on est capable de franchir l'obstacle en fonction de la difficulté qu'on a. Et donc l'idée, ce serait de travailler en commun sur les stratégies compensatoires. C'est-à-dire qu'en gros, je caricature à l'extrême, hein. Moi je dis voilà, les objectifs de la séance sont ça, il faut que les élèves développent telle compétence. Est-ce que son handicap ou sa difficulté le gêne pour acquérir cette compétence ? Non, pas de problème. Et peut-être que tu n'as même pas besoin de venir aujourd'hui. Pour être là. Et là, oui, il y a un problème. Donc, il faut réfléchir à des stratégies compensatoires. Et là, c'est toi. Là, c'est pas moi, c'est toi. Par contre, tu peux me dire, Yoram, tiens, il y a une stratégie compensatoire, une ruse, on va dire, on va pour ça même une ruse pédagogique, qui permettrait à l'élève de trouver une nouvelle stratégie. Mais ça suppose pour ça, toi. Donc, c'est à moi, là, pour le coup, de fabriquer le cours. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui suppose du temps, de la disponibilité, etc. Est-ce que tout le monde serait d'accord ? Ça, j'en sais rien aussi, tu vois. Mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Je sais pas si je répondrai à ta question, mais voilà. Au millième. Ah, ok. Non, je vais en parler. Eh bien, justement, je rebondis. Vas-y, rebondis. Là, je prends. Je remets ma note, hein. La difficulté existe, ok, action. L'AVF doit participer à l'élaboration de ruses pédagogiques. Fermez les guillemets. De là, l'enseignant doit élaborer un cours adapté. Ce qui va nous... Un cours, c'est pas forcément une heure, ça peut être juste un 10 minutes, un élémentaire qui vient se rajouter sur le cours existant. C'est apprendre autrement là pour le coup. Exactement. Eh bien justement, moi je pose la question du comment. Comment l'enseignant va faire pour mettre cette supposons que ça soit posé. C'est simple, hein. Si le diagnostic est posé, moi je trouve que c'est pas difficile. Alors là pour le coup c'est pas un problème. Le problème c'est susciter l'adhésion de tout le monde, du travail en plus, c'est ça le vrai problème, hein. D'accord ? C'est pas du tout la mise en œuvre pédagogique. À partir du moment où le diagnostic il est posé, ok ? Moi je suis même pas au courant, admettons que je sois pas au courant, je sais ce qu'il a le gamin. Le gamin c'est des problèmes de lenteur, de graphie, etc. D'accord ? Bon. Admettons que le diagnostic est posé. Là maintenant, l'idée, à partir du moment où on veut des professionnels dans l'éducation, donc chacun doit avoir son domaine même si on travaille ensemble, son domaine de professionnalité. Moi, je suis incapable de dire quels sont, enfin, si on me les donne, la nature des difficultés des élèves, ok, c'est bon. Mais maintenant, pour moi, c'est plus compliqué de dire. Si on parle en termes de différenciation, je sais faire. Maintenant, si on parle de ruse
ou de, je sais plus comment j'ai dit là, de stratégie compensatoire pour surmonter un handicap, ça je ne sais pas faire. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, moi je considère l'AVS comme un spécialiste qui va me dire, enfin le SH, qui va me dire, écoute Yoram, là il ne pourra pas, donc ça veut dire peut-être montrer un petit peu ce qu'on va faire avant, enfin discuter, j'en sais rien, là il ne pourra pas parce que, pour telle ou telle raison, ça peut être médical ou autre, voilà, sans dépasser le secret médical. Par contre, ce qui faciliterait les choses, ce serait plutôt de procéder, alors ça peut être même des candidats, de telle ou telle façon, je ne sais pas si je suis clair, de procéder autrement, voilà. Mais à toi de réfléchir à la mise en œuvre. Et moi, je construis la mise en œuvre, parce que c'est moi le spécialiste de la discipline, surtout au collège ou au lycée, tu vois. Moi, je me déclare incompétent sur tout ce qui est, on va dire, stratégie compensatoire du handicap. Je suis incompétent, je n'ai pas été formé. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas. En tout cas, la situation actuellement, c'est le cas. Donc, je considère la VSH, puisque c'est un accompagnant d'un élève en situation de handicap, comme un spécialiste. La question, c'est est-ce qu'il est vraiment, d'ailleurs. Est-ce qu'il est vraiment, ça c'est pas dit. Surtout en recrutement niveau 5, comme tu dis. Ça, je ne pense pas. Mais en théorie, c'est ça qu'il faudrait. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et lui, il est capable de dire dans son domaine de spécialité, écoute, là il y a un souci ou il n'y a pas de souci, et là j'adapte. Mais construire, c'est pas compliqué. Même si là on parle de choses générales, pas concrètes, parce qu'il faudrait partir d'un exemple précis, d'un élève précis, situation problématique précise, ça c'est pas compliqué. Par contre, le temps qu'on y met, les machins, etc., il faut reprendre tous les cours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je pense qu'il faut faire du faisable. Et du faire du faisable, ça veut dire quoi? C'est dans l'heure, il y a une activité essentielle. Cette activité elle est hyper importante. Donc on ne fait pas tout de stratégie compensatoire sur tout, sinon on va exploser en cours de route. Mais sur cette activité qui est absolument essentielle pour quelque chose, on ne s'en motive pas, là oui il faut une stratégie compensatoire. Et ça va prendre 15 minutes, ça sera 15 minutes de cours, mais ça sera 15 minutes. 20 minutes, enfin, ça dépend, peu importe. Tu vois? C'est ma vision des choses en tout cas. Mais ces 15 minutes, elles vont devenir frustratives pour le commun des mortels. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? S'il faut 15 minutes de spécificité. On va dire. N'importe qui va dire qu'aujourd'hui on doit faire des choses, ce qui n'est pas vrai, hein, mais n'importe qui doit être capable de faire la différenciation, etc. Ça peut être juste en parlant de différenciation, c'est pas forcément un gros travail, etc. Mais c'est pas forcément à chaque cours, ça peut être dans chaque cours, etc. De toute façon, il ne faut pas qu'on aille vers l'individualisation. C'est pour ça que l'individualisation, non. Par contre, stratégie compensatoire, je te donne ma définition. Une stratégie compensatoire, c'est donner une ruse, un autre moyen, un autre chemin à un élève en situation de handicap pour qu'il y parvienne. Et je te répète ce que j'ai dit. Sur le diagnostic, moi enseignant, je ne suis pas bon. Voilà. Sur ces blocages qui sont liés à une situation de handicap, moi je ne suis pas bon parce que je peux donner une réponse, mais de toute façon il n'y arrivera pas. Je donne une carte avec des couleurs, s'il est daltonien, il ne verra pas. De toute façon il ne pourra pas. Tu vois, il lui demande de faire un croquis, il ne pourra pas. Donc là, ça je ne suis pas bon. Par contre, si quelqu'un me dit il y a d'autres moyens de faire, regarde, fais comme ça, après, moi, il faut que je construis l'activité. Ça, c'est possible. Mais je dis, le vrai problème, sincèrement, je pense qu'il n'est pas là. Je pense que c'est tout à fait jouable. La vraie question, c'est est-ce qu'un enseignant aura le temps de faire le job ou voudra le faire, etc. Parce que c'est du travail supplémentaire. Tu vois ? Et moi, je pense qu'un élève en situation de handicap, on ne pourra le faire progresser et réussir, je pense, aux examens, là, donc ici en DN2, en fin de troisième, qu'à partir du moment où on aura mis en place des stratégies compensatoires sur ces questions de handicap. Je ne parle pas de problèmes cognitifs, machin, etc. Vraiment sur ces situations de handicap, d'écriture, de machin, j'en sais rien, quoi, tu vois. Ou de stratégies pour préparer un brouillon, un rédigé, je sais pas, n'importe quoi. Et là-dessus, aujourd'hui, je suis incompétent. Sur le diagnostic, sur la construction d'activité, non. Mais sur le diagnostic, et sur les autres stratégies possibles, et la mise en œuvre, une fois que je connais le diagnostic et les autres possibilités, la mise en œuvre, je m'en occupe. Ça, c'est mon job. C'est ma vision des choses. Mais aujourd'hui, on est loin de tout ça. Et peut-être que ma vision est complètement erronée. C'est même une proposition, tu vois, mais je pense qu'on est complètement... on en est très loin.
D'après moi. Et cette démarche-là, elle supposerait que l'AESH soit suffisamment spécialisé, ou bon, voilà, qu'il ait des outils, qu'il ait une espèce de valise d'outils, et que ce soit lui qui soit apporteur des outils à l'enseignant, que l'enseignant va s'approprier dans sa matière, dans son cas de figure, de les aider. C'est pas lui qui construit l'activité, c'est le prof. Oui, en s'appuyant sur la boîte à outils de la Voilà, mais quitte à ce qu'il ait reçu une formation, qu'il refile sa boîte à outils, quoi, tu vois. Quitte à le montre, quitte à ce qu'au début d'année, il y ait ah bah tiens, on a repéré qu'aujourd'hui, on a le même type de profil, bah pour les collègues concernés, pour le même type de profil, on peut vous montrer en une mini-formation, quelques éléments, tu vois, ça peut être en tout début d'année, quoi, tout simplement. Bien sûr. Voici la boîte à outils. Maintenant, la question, est-ce que les ESH sont réellement formés à ce niveau-là? Parce que si on veut aller, si tu veux, je vais aller même jusqu'à l'extrême et je vais être extrêmement critique pour le coup, c'est à partir du moment où on veut une institution qui fonctionne, il faut des professionnels. Qui dit des professionnels, c'est-à-dire des professionnels qui soient formés, qui soient outillés et qui soient payés en conséquence. C'est ça que ça veut dire. Et on refait le monde. Donc, de fait, je veux dire, on prenne des boulets là. Quand je dis boulets, c'est pas des personnes, des boulets qui vont nous empêcher d'évoluer, clairement. Après, là, je sais que toi tu évoquais le fait que les AESH étaient mal perçus ou considérés comme des personnes je sais plus, d'un grade inférieur, je sais pas comment dire, si on était à l'armée, etc. Moi, ça, j'ai jamais perçu. Moi, ça, honnêtement, j'ai jamais vu. Qu'on n'ait pas de contact ou peu de contact, oui. Maintenant, qu'ils soient considérés inférieurs, oui. En tout cas, je n'ai pas ressenti, mon ressenti. Oui, j'entends le ressenti. Mais tu prenais quand même tout à l'heure l'exemple de la salle des profs, dans laquelle vous aviez des discussions un peu en aparté avec un certain nombre restreint d'AVS, voire ceux, je l'ai cité, voire ceux qui n'y viennent pas. Oui, c'est même. Et puis, si on ne dit pas de venir, ils sont regroupés. Alors, dans l'établissement que j'étais l'an dernier, en fait, ils restaient ensemble, quoi. Et ils se mêlaient pas. Alors, c'est dans les deux sens. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, ils étaient, en tout cas, dans mon regard, enfin, je peux pas le dire, voilà, pour le reste, c'était pas dévalorisé. J'ai pas l'impression que c'était des sous-personnels de l'éducation nationale. Mais, mon ressenti à moi. Peut-être qu'ils se mettent comme ça parce qu'ils l'ont ressenti. Peut-être qu'ils de toute façon, à chaque fois, on a des réunions quand il y a des gens qui se retrouvent dans le droit, ils ont tendance à se regrouper parce qu'ils sont dans la même région, parce que par le métier. Une fois, j'avais fait une formation, donc j'étais à l'ESN, après j'étais à l'École supérieure d'éducation nationale, et on s'est regroupé par académie. Alors, je connaissais personne. Donc, tous ceux qui étaient dans mon académie, on s'est mis ensemble, et chacun s'est regroupé. Et c'est instinctif et naturel, en fait. C'est bizarre, mais c'est peut-être ça aussi, tout simplement. Ouais. Pourquoi pas. Maintenant, après, il faudrait questionner ces fameux collègues, fameuses collègues. Bah oui, parce que c'est ce que tu as commencé ton entretien par ça. Hein. Tu noteras que j'utilise le mot collègue. Donc, c'est quelque part qu'il y a une prise de conscience, même si elle est un peu subconsciente. Donc voilà. C'est pas un regard critique, hein, c'est juste. Moi, j'en suis juste. Un regard critique, il peut tout à fait y être. Hein. Ouais, pas de problème. Vas-y. Si je déroule, puisque là, notre entretien aujourd'hui il est court, il est d'une heure, donc voilà, on essaie de rester dans le timing. Si on déroule ces options qui sont constructivistes, je dirais, j'ai perdu le fil de la question, qui était... Ah oui, là on voit que cette forme d'inclusion, à l'intérieur d'une mécanique générale, ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, non. Il n'y a pas d'adéquation, c'est pas faisable. Non, c'est faisable. Et si on devait remettre les choses complètement à plat, et qu'on dise, si on avait des logiques d'enseignement spécialisées, enseignants spécialisés qui auraient un bagage supplémentaire eu égard au traitement au traitement, on va garder le mot de traitement d'une personne handicapée, elle-même assistée par une personne
d'AESH très formés, avec un bagage significatif d'outils, mais isolés de l'enseignement général, de la communauté éducative telle qu'elle existe aujourd'hui. Est-ce que, selon toi, ça serait plus performant? Non, je ne crois pas du tout non plus. Je pense que c'est complètement utopique. À partir du moment... Alors d'abord, je crois que ça existe quand même déjà des enseignants spécialisés dans les handicaps, probablement. Mais deuxièmement, à partir du moment où, imaginons que demain, dans les modules de formation des enseignants, il y a un module handicap, admettons qu'il y ait ça, c'est la disparition des AESH. Je pense que ça se résumera à ça. Voilà. S'ils n'ont pas d'utilité autre que de celle de tenir le stylo, pour l'instant, moi, ça ne pas. Depuis ces années-là, j'ai vu que ça, honnêtement. Et c'est pas une critique, parce que moi aussi, voilà, c'est dans les deux sens, comme je t'ai dit. Oui. Mais voilà, donc si demain, dans les modules de formation, on met en place un truc solide, sur les questions de la gestion du handicap, un truc concret aussi, tu vois, à la fois théorique et pratique, c'est la fin de la VSH. Et c'est une évolution du métier enseignant. Alors il y a l'inclusion, machin, etc., qui est déjà obligatoire, mais... Donc c'est une idée, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça, à revenir comme au bon vieux temps, à les isoler, ces personnes-là, et auquel cas on serait peut-être plus... Ouais, mais on n'est pas trop dans l'air du temps, là, pour le coup. Et sur certains enseignants, ils se posent réellement... Ah d'accord, oui, mais c'est pas trop dans l'air du temps, là, on est vraiment dans l'idée plutôt d'inclusion, etc. Oui, sauf que l'inclusion, elle exclut plus que ce qu'elle inclut, donc à un moment, on finit par se poser une vraie question. Ça c'est clair. De toute façon, on ne peut pas inclure, ça reste des mots, je pense, ça ne reste que des mots de déclaration d'intention. On crée même de l'échec scolaire et de la difficulté scolaire, voire de la violence scolaire pour ces élèves-là, tant qu'on ne se donne pas les moyens d'eux. C'est pas parce que je nomme une personne à ESH que l'accompagnement réel se fait. Ça, je crois, pas un instant. Mais comme, c'est la même chose, comme je nomme pas quelqu'un enseignant comme ça, parce que, voilà, non, derrière, voilà, il faut la formation, machin, ainsi de suite. Et puis, ça me paraît évident, c'est pas normal en plus. Donc, d'après moi, le système ne se donne pas les moyens d'eux. Il y a des déclarations d'intention, il y a des textes, il y a des moyens, mais voilà, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, mais je ne suis pas, je réfléchirais autrement. Après, des contingences budgétaires, etc., que je comprends parfaitement. Et voilà. Mais bon, dans l'option que tu me donnes, en tout cas, c'est la disparition de la VSH. Et puis, franchement, honnêtement, la logique, ce serait quoi? Puisqu'on veut l'inclusion, il faut que les professeurs, enfin les enseignants, quel que soit le niveau, soient prêts à les intégrer, à les faire progresser, etc. Et pour ça, il faut qu'ils sachent le faire. Pour l'instant, moi, je ne sais pas le faire en tout cas. Tu vois, et donc, la VSH n'a plus lieu d'être et disparaît. En réalité, c'est ça, moi, je vois. Alors, j'imagine avec un bouclier, encore du boulot, machin, déjà qu'on veut, enfin, la polyvalence, machin, enfin, les gros trucs qui reviennent à chaque fois. J'imagine. Après, ce que je dis, ça reste des paroles. Une question sur le regard, parce que là on approche des zones vraiment sensibles, quoi. Tu prends ta classe de 6e cette année, 2019, collège machin, etc. Est-ce que tu es averti qu'il y a un élève en difficulté, handicapé, avec un ESH? Alors, j'ai été averti, je sais plus, attends, je me trompe, j'ai été averti sans être averti. C'est-à-dire qu'en gros, dans la multiplication d'informations qui arrivent par mail, je crois, ou sur Pronote, logiciel Pronote, je sais plus, il faudrait que je regarde, je l'ai vu, tu as un mot qui indique, voilà, la liste des élèves qui sont suivis par un ESH. Mais c'est une information parmi d'autres. Entre ça et la réunion pour l'accueil des nouveaux, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de hiérarchisation d'informations. En plus, personne m'a dit qu'il fallait que je regarde sur le petit papillon Pronote, machin, que je n'utilise pas d'habitude, c'est ce que l'on met, et ainsi de suite. Bon. Donc, en tant que telle, l'information, elle existe. En réalité, du côté pratique, non. Donc, bon, je l'avais lu, donc je savais que
Finalement, ça, je l'ai rencontré le premier cours, quoi. Il est rentré à ma classe, etc. Mais on rejoint la question de tout à l'heure, comme je disais, d'après moi, il faut une présentation du système, comment ça fonctionne dans l'établissement, en fait, c'est tout. Et ça y a pas. Et je l'ai vu nulle part d'ailleurs. Peut-être que dans certains endroits ça existe, mais partout où je suis allé, je l'ai pas vu. Et le regard de notre classe sur l'élève qui est en situation de handicap? Aucun problème. J'ai jamais vu de problème. Non, jamais. Le seul problème que j'ai vu, c'est avec des élèves qui avaient des ordinateurs. 10? Ah oui. Le fait qu'ils aient un ordinateur, ça? Non, pas le fait qu'ils aient un ordinateur, mais parce que ça suppose un problème supérieur, c'est-à-dire la maîtrise technique. Ouais. Et la maîtrise technique ne l'aurait pas apprise ou enseignée ou mal ou quoi. Donc ils passaient une plombe juste à allumer l'ordinateur, ouvrir leurs documents, etc. Ils l'auraient passé, c'est terminé. Mais ils ouvraient une autre page plutôt qu'écrire à la fois dessus. C'est un problème de process en fait. Ah oui, non, vraiment, c'est la maîtrise technique. Donc on rajoute une difficulté à une difficulté. Voilà. Donc moi, le seul problème que j'ai vu dans les différents types d'élèves que j'ai eu, c'est ça en fait. Alors là, c'est plutôt pour les 10, effectivement. Mais sinon, vraiment... En tout cas, il me semble, avec mon ressenti, qu'il n'y a pas de problème pour cette ou ces élèves dans les classes. Jamais eu de problème. Ce qui n'est pas le cas quand il y a un élève de SECPA qui est intégré au DULIS. C'est pas la même chose. Là. Un élève du DULIS qui a intégré quelques heures, ou parfois, parce que moi ça m'est arrivé quelques élèves de SECPA, ça c'est l'établissement qui le fait, quelques heures, qui choisit de faire ça, tout le monde ne le fait pas. Là, c'est pas le même regard pour le coup. Là, il y a une vraie différence. Un regard négatif. Hein. En général, pas tout le temps, mais très souvent. D'ailleurs, t'es un SECPA, c'est une insulte. T'es un idiot. Pour le coup, si je dois comparer, les élèves accompagnés par quelqu'un, aucun problème. Dans mon expérience. Et ma on est toujours voilà, il n'y a pas de. C'est sûr que l'académie machin à Versailles, il y a quand même une certaine culture ambiante qui n'existera pas dans les quartiers nord à Marseille. Hein. Donc ça y fait sur la perception d'autrui, hein, c'est clair. Ça c'est indéniable, quel qu'il soit quoi. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, en tout cas pour moi, d'avoir ces regards croisés, quoi. Ouais, parce que c'est la même fonction hein, que je questionne à chaque fois. Hein, donc, tu suis des élèves en SECPA? Oui. Et tout, hein. Et en SECPA, en intégré ou en ULIS intégré? En SECPA, je suis allé. Oui, mais tu suis des élèves qui, par exemple, sont en ULIS, qui intègrent... Non, plus maintenant. Mais j'ai travaillé l'année dernière avec David, qui lui est dans un lycée pro, et qui a des élèves dans un ULIS qui viennent chez lui dans les cours généraux, dans la préparation du CAP. Donc toute cette triangulation-là, ça a été l'objet de mon mémoire du mois de juin, qui est la fameuse vidéo que je vous ai transmise là. C'est cette étude-là, quoi. Parce que je voulais pénétrer. Ce coup-ci, c'était moi qui devais être inséré. D'accord. Inséré à l'enseignant, inséré au co-enseignement qu'il anime. Aux institutions sur lesquelles on est allé, parce que je suis allé in situ dans d'autres établissements que là où il agit, dans sa classe, c'était une expérience phénoménale, quoi. D'où cette question. Selon où on est. Oui, franchement, en gros, pas de problème. Le vrai problème, c'est les élèves du lycée qui sont intégrés dans la classe. Voilà. Même communiquer avec les autres, en plus, c'est compliqué. Ce qui n'est pas forcément, ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs des élèves qui sont suivis par quelqu'un. Dans la classe. Par manque de vocabulaire, par sentiment, image de soi, d'être inférieur, par plein de choses. L'image qu'on renvoie, hein, t'es un SECPA, c'est quand même bien. T'es un ULIS, enfin, je l'entendais plus pour SECPA que ULIS. C'était une insulte, hein. En tout cas là où j'ai travaillé. Donc voilà. Mais pour toi, enfin, pour les élèves avec un ou une ASH, pas de problème dans la classe. Après, je réfléchis, je crois que j'en ai eu que... Est-ce que j'en ai eu en troisième? Je crois pas que j'en ai eu en troisième. Je suis en train de me demander si c'était pas plutôt dans les petites classes. Je me souviens pas bien. Comme j'ai eu, tu sais, pas mal de décharges, du coup j'avais moins de classes, donc... je me demande si je les ai pas plutôt eu dans les petites classes, alors 6e, 5e. Je me souviens pas avoir eu
quatrième, troisième. Ce qui expliquerait aussi le bon accueil. Tu vois, il faudrait comparer avec les troisièmes, par exemple. Adolescence, machin et tout. Faudrait comparer. Voilà. On peut poser une question. Hein. Ok. Et donc, juste pour boucler cet entretien, sur le futur, quel serait un futur idéalisé entre la société qui se veut de plus en plus inclusive, l'éducation nationale ou l'éducation en général étant elle-même partie prenante de la société, et l'intégration qu'on essaie de mettre en place. Alors, moi, je t'ai répondu en partie, mais moi, je pense que la voie, en réalité, c'est la disparition des AESH et la formation des enseignants qui deviendraient des spécialistes. Et dans les éléments de formation, tant que ça reste théorique, ce sera un problème. Moi, j'ai vu les différences avec des collègues qui avaient des enfants handicapés, en situation de handicap, qui sont devenus inspecteurs, inspectrices, etc. aussi d'ailleurs, et qui ont des stratégies totalement différentes en tant que parents, d'accord, et qui ont un regard totalement différent. Il y en a une, par exemple, une qui est devenue inspectrice maintenant, à UN, premier degré, qui, sa fille est en situation de handicap, on a des accompagnateurs, tout ça, mais en tant que maman, elle l'a accompagnée d'une façon un peu particulière, et elle est devenue spécialiste de la formation sur ces questions-là. Tu vois. Donc moi, je crois qu'un enseignant, comme il doit aller voir sur place, il doit, dans la formation initiale, et continue pour ceux qui l'ont dépassé, il doit y avoir à un moment donné, on doit être en contact avec ces élèves-là. En contact, et voir leurs difficultés du quotidien, pas seulement dans la classe, hors la classe, et dans une situation d'activité de classe. Et ça doit faire partie d'un élément de stage. Un, pour une prise de conscience, et deux, pour s'outiller. Et pour s'outiller, ça veut dire théoriquement, mais aussi voir faire l'autre. Moi, je ne crois plus du tout à la formation décontextualisée, en dehors de la classe. Je crois plutôt au mécano. Tu sais, il y a une belle panne, on connaît cette expression là qui est très connue. Il y a le gars qui s'occupe du moteur, il y a une belle panne, un peu qui sort de l'ordinaire. Allez, venez voir, on se marre tous, c'est quoi le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Mais là, voir une situation complexe, compliquée, voir comment la personne, alors on peut en discuter, mais là c'est un milieu professionnel, il y a de l'humain, c'est plus compliqué, mais voir comment, quels sont les outils qu'utilise une personne pour aider à surmonter une difficulté pour un élève en situation de handicap. Moi, c'est plus que dans une société idéalisée, je travaillerai là-dessus, sur les questions de maquette de formation initiale et même en formation continue, parce qu'on oublie vite. Ça et d'autres choses, je veux dire, on ne peut pas après charger la barque, parce que après ça fait trop. Mais rapprocher du terrain, pas de façon décontextualisée. Voilà. Donc, voilà. Moi, je vais rester là-dessus. C'est-à-dire, en fait, mais à partir du moment où tu fais ça, je reste absolument convaincu que l'institution fera des économies. Et elle fera des économies, elle ne supprimera pas les profs, elle supprimera les AESH. Ou alors, les AESH seront des contractuels remplaçant des enseignants. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Deviendrait un enseignant de spécialité alors? Je sais pas, mais il viendra en remplacement d'un prof qui est, je sais pas. Ce serait plutôt une disparition en réalité. Mais... Oui, parce qu'il ne peut pas acquérir la matière, quoi. Ou alors, pendant la situation intermédiaire, c'est-à-dire pendant que les nouveaux qui ont été formés arrivent, eh ben, ils seraient toujours là pendant un temps pour les anciens comme moi, qui par exemple n'ont pas la formation. Voilà. À part ça, franchement, on ne multipliera pas les postes budgétaires. Ça, je ne crois absolument pas. Donc voilà, après, est-ce que c'est le meilleur des mondes ou quoi, je sais pas. Et ça reste... Mais c'est compliqué pour les enseignants, faut pas croire. C'est quand même un échec si un élève
quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. Je veux dire, on est là pour les faire progresser. Ceux qui sont au niveau 4, les faire monter au niveau 3, ceux qui sont au niveau 3, au niveau 2, ceux qui sont au niveau 2, au niveau 1. Et quelle que soit la situation des élèves qu'on a en face de soi, je veux dire, c'est quand même un échec. Sauf un cas, c'est le gamin, il veut pas. Là, s'il veut pas, il peut rien faire. Hein. Moi, ça, si la personne en face de soi, elle veut pas, ben, elle veut pas. Quelle que soit la raison. Voilà. En gros, schématise hein, pour aller vite, mais voilà. En dehors de ce cas-là, quelle que soit la... Enfin, moi, je globalise. Hein. C'est un échec à partir du moment où on n'a pas assuré des bases, à partir du moment où on n'a fait pas un peu progresser, même si c'est un peu, c'est pas grave. Voilà. Et j'inclus les élèves qui sont suivis par un ESH dedans. Bah, je sais pas si j'avais bien répondu à ta question. Du coup. Oui, mais... même si elle est redoutable. Oui, bon, c'est pas... Je sais pas si elle est redoutable, mais bon. En tout cas, le dispositif actuel, la situation actuelle, si tu veux, j'ai l'impression qu'elle repose sur quelques personnes. Voilà. Sinon, je pense pas que ça fonctionne en fait. Voilà, pour tenir les choses clairement. À part quelques personnes qui... Donc, est-ce que l'inclusion fonctionne? D'après moi, non. En l'état actuel des choses. Non. Voilà. C'est pas pessimiste, hein, mais... C'est une réalité d'enseignant, en tout cas. Hein. Ouais, c'est ma réalité. Bon, ben super. Je sais pas si tu avais d'autres choses à me demander. Si, il y en a beaucoup, mais après on va être hors contexte, donc... Ah bah vas-y, pose-moi encore une ou deux questions. Juste pour conclure, pose-moi deux questions. Ben moi, ce qui me questionne le plus, parce que ça fait 6 ans maintenant que j'ai choisi de faire ce métier, j'aurais très bien pu prendre ma petite retraite, tranquille, et attendre que les heures coulent. Mais non, j'ai pensé que j'avais encore des choses à transmettre et à pouvoir faire. Mais une seule fois en 6 ans, et l'avantage d'un AVS, c'est quand même qu'il a tout le cursus des enseignants de l'élève qui suit. Donc au plus il suit d'élèves, au plus il a de cursus d'enseignants. Donc ça fait vite une expérience cumulative, à mon sens, quand même significative, quoi. Mais donc sur cette modeste carrière de 6 ans, j'ai eu une seule fois un professeur, un enseignant, qui s'est entre guillemets inquiété, fermé guillemets, ou en tout cas qui s'est questionné de d'où je venais et pourquoi je faisais ça. D'accord. Et alors que pour moi c'est une question fondamentale, quelques 40 années de commercialisation de produits divers et variés à des strates, jusqu'à des strates internationales. La première chose fondamentale, c'est quand même la découverte du client, quoi. Ouais. Alors moi je veux relativiser ce que tu dis parce que tu vois, je crois que c'est pas lié du tout à ta fonction. Je crois que c'est lié à la nature humaine qui s'en fout. Moi quand j'arrive dans le droit là, tout le monde s'en fout, personne ne me pose de questions et pas savoir ce que j'ai fait, machin et tout. Certes, je suis discret, mais il n'empêche que, voilà. Et je crois que c'est lié à la nature humaine, avec des gens qui partent, qui arrivent en plus dans les établissements scolaires, et des gens qui arrivent, qui partent, tous les gens. Il y a un turnover plus ou moins important, mais il existe tout le temps. Et moi, je ne crois pas du tout que ce soit lié à la fonction. Je crois juste que, moi, je peux te dire, le nombre de personnes, pareil, hein. Je suis enseignant, donc ça peut faire 22 ans, peut-être 23, je sais pas exactement, 22 peut-être. Le nombre de personnes qui m'ont demandé de venir, alors les personnes avec lesquelles je me suis lié d'amitié ensuite, oui. Sinon, je crois pas du tout que ce soit lié à ce statut, hein. Sincèrement. C'est ma vision des choses. Bon. Oui, la deuxième, vas-y. Elle était dans ce même contexte. Plusieurs fois, tu as évoqué le mot d'équipe pédagogique, d'équipe d'enseignants, voire de collègues, voire de professionnalisation. Ouais. On va dans un atelier de mécanique, on a un chef d'atelier. Ça suppose qu'il a des compétences qui sont reconnues, acquises et partagées. On a un enseignant, si on les écoute entre eux, tu as l'agrégé, le machin, le ci, le là, après tu as le sous-truc.
le sous-enseignant, on le voit même dans notre petit groupe avec des collègues qui sont institutionnalisés, d'autres qui ne le sont pas, ceux qui sont, voilà, des enseignants qui te disent, ben moi j'ai eu le concours, ça suffit, il y a basta, bon, voilà. Et donc on voit bien qu'il y a quand même un rôle fonctionnel derrière le rôle social qui est attribué à ça. Eh bien, je veux dire que je ne vois pas comment on peut faire une équipe de foot sans savoir quel est le rôle du numéro 3 ou du numéro 12. Je comprends rien, en plus je comprends, mais voilà, j'ai du mal à comprendre comment ça pourrait fonctionner si le coach, alias l'enseignant, puisque c'est lui qui a la tutelle de son environnement, il ne savait pas qui fait quoi dans son truc. Ça, je vais te dire, hein, c'est ce que je t'ai dit au début, hein. Une présentation globale, une sorte de projet d'établissement. Alors on va me dire, le contrat établi, le contrat d'objectif, machin et tout, mais ça c'est de la gnognotte, hein. Un projet d'établissement qu'on actualise, qu'on adapte, etc. tous les ans et qu'on présente en début d'année, y compris pour les nouveaux. Voilà, ça c'est réglé, hein. Oui, en soi oui, mais pourquoi l'enseignant ne se pose pas cette question, ne serait-ce que pour lui? Est-ce que j'ai besoin d'avoir l'institution qui réglemente mon questionnement sur mon équipe? Le quotidien, je crois, le quotidien. Hypothèse, le quotidien. Je fais mes cours, je fais mes contrôles, j'ai mon conseil de classe. Je pense que le quotidien prend le pas sur tout le reste. Je pense. Et j'ai 20 minutes de route, j'ai 3 heures de route, et ce soir je dois aller faire les courses, et j'ai un rendez-vous, et j'ai eu un problème chez moi, comme tout le monde. Hein. Et je pense que c'est le quotidien. C'est une hypothèse aussi, mais je pense que tout le monde est extrêmement égoïste, s'en fout des autres aussi. Ça c'est ma vision. Mais alors, pour le coup, tu vois, bon, probablement, hein, après ce que tu dis, d'après les collègues auxquels tu as été confronté, finalement, moi j'entends dans ce que tu dis une forme de mépris à l'égard de certains AESH. Bon, ça peut arriver, je ne conteste pas. Moi je ne l'ai pas vu, en tout cas, je l'ai jamais ressenti, et j'espère que personne ne l'a ressenti de ma part. En tout cas, moi j'ai pas le sentiment d'avoir dégagé. Mais ça par contre, je t'entends parfaitement. Maintenant, je crois que, en tout cas de ma vision des choses et de mon expérience, alors peut-être que ça arrive, hein, enfin ça arrive puisque je l'ai dit de toute façon, mais je crois que tout le monde s'en fout. Ouais. Une équipe éducative n'a de non réelle équipe, c'est juste le mot, quoi. Après, tu as des cas particuliers. Un établissement difficile, par exemple, l'équipe, elle peut plus exister. Tu vois. Il faut qu'il y ait de la survie, entre guillemets. Il faut qu'il y ait quelque chose qui relie, soit positif ou négatif. La survie, c'est négatif. Tu vois. Moi, je me souviens, quand j'étais dans 91, j'étais à la Grande Borne, à Grigny. C'était difficile, il fallait travailler ensemble. L'équipe pédagogique, elle existait. Hein. Elle existait, mais elle n'a pas existé tout le temps en plus. Je suis resté 10 ans, et des fois elle n'existait pas du tout, c'est pas vrai. Parce que, voilà, la routine, parce que, ça y est, on était bien, on était connus, reconnus, etc. Et des fois elle existait vraiment, parce que c'était à la survie. Hein. Mais parce qu'il y a un gamin il y a quelqu'un qui est masqué, qui a jeté un cocktail molotov sous une bagnole, un prof, et là, du coup, il y a la réaction, il y a l'émotion. Et puis une fois que tout ça s'est passé, ça retombe. Et bon, comment on essaye de rattacher les élèves à l'école ensuite? Là, il y a une vraie réflexion. En situation de danger, ou en situation de survie, en situation... Après, il peut y avoir d'autres choses. Alors, ce que je dis n'est pas exact, peut être exact. Hein. Il y a des établissements qui fonctionnent très bien et qui font une équipe qui existe vraiment. Maintenant, moi, de mon expérience en 22 ans, est-ce qu'il y a des vraies équipes pédagogiques, indépendamment des différents métiers, on va dire, indépendamment de ton questionnement même, sur les 22 ans, j'ai envie de dire 2 ans, mettant par mois, tu vois. Allez, 3 ans maximum, donc rien du tout. D'après mon ressenti. Après, j'ai peut-être oublié des choses, peut-être, voilà, ça aussi, c'est possible. Donc voilà. Bon, j'espère que... oui, non, mais c'est... Ça t'a aidé dans tes informations. Beaucoup. Et, donc voilà. Bon, on est resté dans les clous. Oui, ça va à peu près. Merci beaucoup. Bon, de rien, hein. Désolé du coup, j'ai foncé la mettre en compte de femme. Et puis voilà. La voiture là? Ouais, mais je la gare comment ça s'appelle? À l'audition. Ah d'accord. En tram du coup? Ouais. Ah bon. Tu passes aux toilettes ou pas? Moi je passe. Oui. D'accord. Ouais.
Bon, j'étais pas trop non, ça va. Donc, si ça va bien rentrer d'un coup, voilà, regardez. Ça, juste faire. Ouais, vas-y.